Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche sur France Inter à la radio, France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation est au cœur de l'actualité politique du week-end. Pour les uns, il tente par tous les moyens de sauver le parti qu'il dirige, le Parti Socialiste. Pour les autres, en se rapprochant de la France Insoumise, il est peut-être en train de le tuer. Une position inconfortable qui s'est traduite par 3 jours d'hésitation qui ferait presque passer l'âne de Buridan pour un animal déterminé. Il faut dire qu'un demi-siècle après le congrès d'Épinay, le PS vit des heures historiques et cruciales. La maison socialiste brûle après le fiasco de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Alors si la maison brûle, notre invité est-il pompier ou pyromane? Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne, est l'invité de Questions politiques. Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Pompier pyromane, vous nous direz oui, tout à l'heure. Je ne suis pas le seul pour vous interroger. Ravi de retrouver cette semaine pour une émission classique, la bande de questions politiques. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Françoise Fressos du Monde. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Et salut Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Exactement, salut tout le monde. Chers auditeurs et téléspectateurs, le hashtag QuestionPol pour vos commentaires et vos questions. Et au passage, un immense merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque dimanche midi sur France Inter. Olivier Faure, hier soir, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Léa Salamé et de Laurent Ruquier dans On est en direct sur France 2. Il a évoqué la grande négociation à gauche en vue des élections législatives. On l'écoute. L'idée, c'est pas de contraindre ni de tordre les bras. C'est que chaque fois qu'il y a une difficulté, je mets de côté les circonscriptions, parce que ça, c'est la difficulté, pas de même nature. Mais dès qu'on parle de programme, moi, je refuse qu'on discute de quoi que ce soit tant qu'on n'a pas tranché sur le programme. Pourquoi? Parce qu'après, demain, il faut gouverner. Alors, Olivier Faure, hier soir, donc, Jean-Luc Mélenchon s'est donc prononcé. Les négociations semblent, à l'heure où on se parle, sur le mode pause. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, ça semble être le cas. Le PS ne veut pas, et je l'ai lu, d'un LFI hégémonique. Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que, pour l'instant, et pour reprendre les mots qu'on vient d'entendre de Jean-Luc Mélenchon, on vous tord un peu le bras? Non, il y a une vraie discussion. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est la vérité. C'est que si nous avons la prétention de gouverner demain, il faut être d'accord sur le fond et ne pas être simplement dans une forme de tambouille électorale, mais de chercher un accord qui permette de gouverner ensuite ce pays pendant 5 ans. Et donc, c'est sérieux. Gouverner, c'est sérieux, et donc ça suppose que sur chaque point, on puisse revenir en détail, se demander si on peut se comprendre, s'entendre aussi, parce que parfois, les insoumis ont des mots qui sont des mots très forts, qui recouvrent des réalités qui peuvent être partagées, mais qui supposent là aussi qu'on se comprenne vraiment. Donc c'est le travail qui a commencé, que nous poursuivons et que nous allons continuer dans les prochaines heures. Vous avez dit des mots, donc c'est plutôt sur la forme ou sur le fond qu'en ce moment ça achoppe? Non, enfin, il y a les deux, mon capitaine. Il y a à peu près, il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords qui sont connus, qui sont historiques. Il y a des convergences. Alors, on ne comprend pas très bien parce que le Parti Socialiste avait publié un communiqué disant que sur un certain nombre de points, d'ailleurs très lourds, vous étiez d'accord. Et il y avait notamment la question européenne, il y avait notamment la 6e République. Et tout d'un coup, il y a un retour en arrière vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi ça bute? Est-ce que vous vous êtes fait gronder en interne? Est-ce que certains ont dit non, vous êtes allé trop loin dans la négociation? Non, pas du tout. En fait, d'abord, ce n'était pas un communiqué, c'est un texte qui avait vocation. Les Insoumis ont produit, en fait, ce qu'ils appellent 12 marqueurs, qui sont les points sur lesquels ils ont fait campagne et sur lesquels ils estiment que celles et ceux qui veulent entrer dans un accord, dans une coalition, eh bien, doivent partager ces points de vue avec eux. Et donc, nous avons donné notre avis et nous avons répondu sur ces différents points en expliquant à chaque fois à la fois nos points d'accord et nos divergences sur ces sujets-là, et puis aussi rajouter nos propres convictions. On n'est pas venu simplement pour dire que nous étions d'accord avec ce que eux proposaient. On a aussi des choses à proposer sur la santé, sur l'éducation, sur tous les sujets qui intéressent les Françaises et les Français, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat. Enfin bref, voilà, nous sommes dans une discussion sérieuse et qui suppose de prendre notre temps, de réfléchir, il y a des allers-retours. Et donc, nous procédons comme ça, avec des itérations entre les uns et les autres, pour parvenir à un accord qui ne soit pas un accord feu de paille. Enfin, l'idée, c'est pas de faire quelque chose qu'on improvise sur un coin de table. Ça s'est souvent produit, je suis d'accord. Mais enfin, juste en cette fois-ci, l'idée, c'est d'avancer et de provoquer une cohabitation. Et ça n'est pas simplement de dire, on va résister, essayer de faire en sorte que... Alors, on va essayer d'être sur le fond,
sur les éléments qui peuvent éventuellement bloquer, sur lesquels vous pouvez avancer. Nathalie Saccric, pour commencer. Quels sont les points d'achoppement et comment pourriez-vous, en une journée, voire 2 journées, vous mettre d'accord sur 20 ans de divergence? Est-ce l'Europe? Est-ce l'Ukraine? Est-ce la retraite à 60 ans? Est-ce l'abandon de la culture de gouvernement? Qu'est-ce qui, pour l'instant, est-ce la laïcité? Qu'est-ce qui ne va pas entre eux et vous? D'abord, pardon, mais l'idée, c'est bien de gouverner. Ça n'est pas d'être simplement dans le témoignage. C'est le premier point. Ensuite, sur les questions qui sont les questions les plus difficiles entre nous, mais évidemment, il y a la question européenne. Donc, désobéissance européenne. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour qu'on explique que les gens comprennent bien ce qu'on... Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept? Nous contestons, l'idée, le concept de désobéissance, parce qu'il revient à laisser entendre que ce serait un principe. On désobéirait par nature. La réalité, c'est que nous souhaitons, en fait, mettre en tension l'Europe sur un certain nombre de sujets, sur les sujets sociaux, sur les sujets environnementaux. Et donc, ça peut parfois supposer d'objecter provisoirement des règles qui sont fixées par l'Union européenne. Ça peut être le cas. D'ailleurs, si on était rigoureux, on dirait que c'est déjà le cas aujourd'hui. La France n'a pas respecté le pacte de stabilité. Et c'est Emmanuel Macron qui ne le respecte toujours pas. On pourrait dire que sur les concessions, les centrales hydroélectriques, la France, depuis plus de 10 ans, refuse de renouveler les concessions. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que ces concessions deviennent en fait l'objet du privé, tout simplement parce qu'on touche là à l'énergie, à l'eau, à la biodiversité. Ce sont des thèmes qui sont très importants et qui supposent justement... Donc ça, vous êtes d'accord pour ça? Donc ça suppose qu'on fasse attention. Et donc, pour nous, il ne peut pas y avoir un objectif de désobéissance, mais que parfois on puisse objecter transitoirement, provisoirement, faire en sorte que nous puissions mettre en tension les Européens et leur dire attention quand même, sur des sujets comme ceux que nous devons traverser, la sécurité sanitaire. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de subventionner une entreprise qui se créerait en France pour, par exemple, travailler sur telle ou telle molécule, fabriquer du Doliprane? La réponse aujourd'hui, c'est non. Non, mais attendez, mais vos deux visions... Et nous voulons faire évoluer les règles, et ça n'est pas nouveau. C'est pas la même chose, les deux visions entre la vision des socialistes qu'on connaît depuis très longtemps et celle des mélenchonistes qu'on connaît aussi et qu'on a entendu pendant la présidentielle, on voit bien quand même qu'elles sont très éloignées l'une d'elles. Donc, est-ce qu'il y a une chance, dans les 2 jours qui viennent... Dans ce que je viens de vous dire, qu'il y a quelque chose d'indépassable. Je ne crois pas. Je crois qu'on a les uns et les autres la volonté de faire évoluer l'Europe. Nous ne participons pas de l'idée que l'Europe devrait rester une Europe marchande, libérale, qui fasse fi de tous les grands défis qui sont devant nous, sociaux et environnementaux. Et donc, ça suppose de faire bouger les Européens. Et donc, Mélenchon dit « je peux m'asseoir sur certains traités ». Il va jusque-là. Il a dit ça pendant sa campagne présidentielle. Qui le regarde, moi je ne dis pas m'asseoir, je dis simplement qu'on met en tension, effectivement, parfois l'Europe, et qu'il faut faire comprendre aux uns et aux autres que nous n'avons pas 80 ans devant nous, nous avons des objectifs qui doivent être immédiats. Voilà. Et donc, après, je sais bien que vous allez essayer de nous faire dire qu'il serait... Peut-être pas vous, Karine Bécard, mais d'autres que vous, que tout ça est affreux, que ça va être finalement la destruction de l'Europe. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, y compris hier soir, il dit « je reste dans l'Europe, je ne sors pas de l'euro ». Et moi, je vais vous dire une chose. Mais vous êtes plus fédéraliste que les mélenchonistes. Je ne sais pas si on est fédéraliste, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, elle se détruit progressivement à la tête des Européens eux-mêmes. Quand? Est-ce que c'est quand on dit qu'on va désobéir, etc. Terme que je ne reprends pas. Ou est-ce que c'est quand on a en plein cœur de l'Europe des paradis fiscaux qui sont là, qui continuent à organiser le dumping, l'optimisation, pour ne pas dire la fraude. Ou en plein cœur de l'Europe, une organisation qui permet de livrer des armes à l'Ukraine, de les aider ou d'avoir des vaccins. C'est la façon dont on présente l'Europe. Mais moi, je suis un Européen convaincu. Et je n'ai aucune envie de mettre fin à cette immense aventure que nous avons construite depuis l'après-guerre. Par l'après-guerre mondiale, et que nous avons besoin de consolider. Mais est-ce que ça veut dire que tout fonctionne parfaitement? La réponse est non. Et est-ce qu'on ne voit pas une défiance naître jour après jour parmi les Européens eux-mêmes? La réponse est oui, jusqu'au point qu'on a des Anglais qui ont eux-mêmes franchi la barre avec le Brexit. Qu'est-ce qui fait dans la rédaction du texte? Et donc ça suppose qu'on fasse en sorte que l'Europe parle aux Européens et qu'elle leur dise que sur les grands sujets, elle sera là, comme elle l'a été sur l'Ukraine, vous avez raison, comme elle l'a été sur la crise sanitaire, parce qu'à ce moment-là, on voit qu'elle peut changer. Comment on lève l'ambiguïté avec la France insoumise? Comment vous faites... Vous voyez bien que l'Europe est capable elle-même.
elle-même de s'affranchir de ses propres règles, parce qu'elle voit bien qu'à un moment, il vaut mieux parler aux Européens plutôt que de faire comme on l'avait dit. Comment on fait dans le texte final, avec LFI, si vous y arrivez à conclure, pour lever cette ambiguïté que vous, en aucun cas, vous ne voulez sortir dans l'Union européenne, et en aucun cas, la coalition qui se montrait ne serait pas pour la sortie de l'Union européenne. Les questions subsidiaires, est-ce que vous... Ça, on peut l'écrire. Questions subsidiaires, est-ce que vous exigez que le terme de désobéissance disparaît, parce que manifestement, il vous pose un problème majeur? Oui, moi je souhaite que le terme de désobéissance ne soit pas inscrit dans notre plateforme commune. Je souhaite que nous puissions rappeler que nous sommes donc inscrits dans un cadre qui est le cadre européen, qui n'ira pas sortir ni de l'Europe ni de l'euro, que nous ne sommes pas des Frexiteurs. Alors on va avancer un tout petit peu et continuer à dérouler les thèmes. Sur l'Ukraine, voilà. C'est Nathalie Tsakari. Alors justement, sur l'Ukraine, j'ai une petite question après Nathalie. Vous avez là pour le coup des divergences, je crois, assez fondamentales d'un point de vue stratégique sur la place de l'Europe dans le monde. Vous avez dit, je ne sais pas si on est fédéraliste, mais enfin, en connaissant pas mal l'histoire du PS et de l'Europe, je sais qu'il y a quand même une ligne fédéraliste qui existe au sein de votre courant que vous incarnez aujourd'hui. La question que je voulais vous poser, c'est demain, est-ce que vous êtes pour une Europe non alignée ou pour une Europe qui reste clairement dans l'Alliance Atlantique et qui reste soudée dans ce camp géopolitique? D'abord, la première chose, c'est que nous parlons de quoi? Nous parlons en fait d'une hypothèse qui est celle de la cohabitation. Oui. Et je ne crois pas que la question de l'Alliance Atlantique se pose dans ce cadre-là. En réalité, ça supposerait que le président de la République partage l'avis du Premier ministre et qu'il y ait là, à ce moment-là, l'idée d'une sortie de l'OTAN. Donc cette question-là n'est pas posée, en réalité. Mais je veux bien vous répondre sur le fond. Moi, je suis pour l'Alliance Atlantique, parce que tant qu'il n'y a pas de défense européenne, tant qu'il n'y a pas un cadre de protection qui nous soit commun, je ne vois pas comment on en sort. Voilà, donc c'est un débat qu'on pourra avoir, mais qui est pour l'instant un débat très théorique dans la mesure où il ne c'est théorique, mais vous imaginez gouverner avec quelqu'un qui aurait une vision aussi éloignée que celle-ci de la vôtre? Mais nous avons gouverné avec des communistes qui avaient une position qui était enfin, c'était pour les étouffer que les socialistes gouvernaient avec les communistes et ça a marché. C'est pas la même chose. Sur l'Ukraine, philosophiquement, vous allez me dire que si le président décide, c'est domaine réservé, je sais pas quoi. Philosophiquement, aider les Ukrainiens, livrer des armes, les soutenir financièrement, militairement, est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec les choix de Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été très en retrait par rapport à cette aide à l'Ukraine? Mais vous ne pensez pas que je vais abandonner mes convictions en montant? On peut se demander si en échange de circo, c'est pas ça. Avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis, est-ce que je vais changer de conviction? La réponse est non. Je suis partisan de l'aide aux Ukrainiens, être pleine et entière, parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui est en face d'un criminel de guerre et que nous ne pouvons pas les abandonner, et ça fait partie des valeurs de l'Europe. Alors, j'ai une question, parce que je ne comprends pas. Vous voulez faire une cohabitation avec un président de la République, un Premier ministre qui ne partage absolument pas la même vision de l'Europe, ni la même vision, au fond, de notre attitude par rapport aux États-Unis. Et à l'intérieur même de la coalition que vous voulez faire venir, on sent des tensions très vives. Comment est-ce que ça peut être crédible aux yeux des Français, compte tenu de toutes les catastrophes qui nous tombent sur la figure en ce moment? Je vois bien que vous allez me faire passer sur tous les points sur lesquels on peut avoir des divergences. Mais moi, je voudrais vous parler de tous les points de convergence, parce que ce pays, il n'est pas uniquement obnubilé par la guerre en Ukraine. C'est quand même pas le seul sujet à traiter. Est-ce qu'on parle de pouvoir d'achat? Est-ce qu'on parle des retraites? Est-ce qu'on parle d'environnement? Les retraites, c'est intéressant. Les retraites. Vous n'étiez pas favorable à une retraite à 60 ans, et donc si là, vous acceptez effectivement de rejoindre la voie de Jean-Luc Mélenchon, qui se positionne sur ça, est-ce que vous pensez que c'est vraiment finançable? Parce que ça coûte très très cher une retraite à 60 ans. C'est 47 milliards, je crois, d'euros à financer. Ça dépend ce qu'on fait, il y a plusieurs étapes possibles. Et donc, moi, ce que j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon et à celles et ceux qui l'accompagnent dans cette aventure, c'est que la perspective de la retraite à 60 ans, on ne peut pas être contre. Nous l'avons nous-mêmes mise en place avec François Mitterrand. C'était en 1981. Et j'ai bien compris. Et j'ai pas oublié que François Mitterrand n'était plus des nôtres et que ça relevait heureusement pour lui. Mais c'était pour dire que la réforme était ancienne. Mais que j'avais bien compris aussi. Mais donc c'est ce que je dis, c'est que tout est réalisable en réalité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. En fait, on a pensé que beaucoup de choses n'étaient pas réalisables. Et puis on a eu le quoi qu'il en coûte. Donc on voit bien que ce qui n'était pas réalisable la veille le devient le lendemain. La question, c'est à qui il en coûte. Et donc moi, ce que je dis aux Insoumis, c'est que de notre point de vue,
il y a une étape qui est indispensable à franchir dans le quinquennat qui vient. C'est d'abord de le faire pour ceux qui ont une carrière longue, qui ont commencé à travailler tôt. Pour ceux qui ont eu des métiers pénibles. Et ils sont un quart des Français, ça n'est ni vous ni moi, mais enfin un quart des Français qui sont exposés aux charges, qui portent des charges lourdes, qui travaillent de nuit, qui font les 3-8, qui sont exposés aux matières dangereuses, etc. Et donc, pour cela, oui, je souhaite qu'on puisse arriver très vite aux 60 ans. Et je pense que dans les priorités aussi, il faut relever ce qu'on appelle le minimum contributif. Parce que là, c'est une question de justice. De justice parce que tout simplement, on a des gens aujourd'hui, vous imaginez, s'ils partent à 65 ans, ils vont payer en réalité votre retraite, ma retraite. Alors que nous, logiquement, on vivra beaucoup plus vieux qu'eux. Parce que nous n'avons pas été soumis aux mêmes rudesses de l'existence et du travail. Donc c'est une injustice extraordinaire. Et donc oui, moi je suis pour la justice, y compris si on pense qu'on doit revaloriser le travail. Eh bien, il faut le revaloriser à toutes les étapes. Le travail, c'est d'abord le revaloriser par les salaires. Et donc il faut un SMIC effectivement à 1 400 €. Et puis après, il faut en faire en sorte que pendant la vie au travail, eh bien, on soit protégé. Et ça suppose de revenir notamment sur les ordonnances pénicaux. Et puis, je le dis aussi, parce que la question va m'être posée, revenir aussi sur la loi El Khomri. Je le dis sans aucun état d'âme. Et puis enfin, sur les retraites, qu'est-ce qui dans la loi El Khomri vous paraît absolument insurmontable, insupportable ? Mais d'abord, ce n'est pas nouveau de mon point de vue. Hein. Vous vous souvenez peut-être que quand la loi El Khomri a été adoptée, enfin je dis adoptée, elle a été adoptée grâce au 49.3. Aucun député socialiste n'a adopté cette loi. Mais quelle est la mesure qui vous semble insupportable ? Et à l'époque, j'avais proposé un compromis qui permettait de toucher à ce qu'était l'article 2 de l'époque, qui permettait de faire en sorte qu'un accord d'entreprise puisse déroger en réalité à ce qu'était le droit dans les branches et donc faire en sorte qu'il y ait une forme de moins-disant possible à l'échelon local. Eh bien, c'était une inversion des hiérarchies des normes en matière de droit du travail et je pense que c'était une grosse difficulté. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées et qui sont revenues par le biais des ordonnances pénicaux qui, par exemple, ont plafonné les droits des salariés quand ils vont au prud'homme, etc. Et donc, effectivement, c'est une grave régression des droits que nous avons conquis parce que chaque page du Code du travail, derrière chaque page du Code du travail, il y a des gens qui se sont battus. Vous n'avez pas l'impression parfois d'être dans le monde du passé, c'est-à-dire de revenir à la mythologie de 1981 et que depuis on a énormément évolué. On a une espérance de vie qui a augmenté. Est-ce que l'âge de la retraite 60 ans? Mais regardez, l'espérance de vie en bonne santé, elle est inférieure à 65 ans. C'est quand même. Alors évidemment, pour des gens qui vivent bien, pour les journalistes, pour les parlementaires, pour des tas de gens qui ont un métier qu'on dirait intellectuel. Pour tout cela, effectivement, notre espérance de vie, elle est encore très longue. Et peut-être qu'on n'a pas envie de prendre notre retraite à 60 ans. Donc pourquoi est-ce que ça serait un objectif? Mais personne ne vous y oblige. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont eu des études un peu longues, comme vous et moi, la réalité c'est que de toute façon on partira jamais avant 65 ans. Donc c'est pas le problème, c'est l'âge légal à partir duquel on peut partir. Et donc, c'est quand même une question de justice. En fait, ce qui est un peu surprenant quand on vous écoute, c'est on vous a connu il y a 5 ans, en 2017, où au même moment, vous étiez en train de vous interroger si vous n'alliez pas basculer macroniste. Et puis là, finalement, 5 ans après, alors certes, il s'est passé 5 ans pour vous dans l'opposition, et là, vous êtes à 2 doigts, donc, de basculer chez les mélenchonistes. Donc j'ai envie de vous dire juste, vous vous situez où politiquement? Karine Bécard, je n'ai jamais basculé où que ce soit. Et j'ai toujours été franc avec vous. Je me souviens des questions que vous m'avez posées il y a quelques mois sur, effectivement, ce qui s'était passé dans ma tête en 2017. Et je vous ai dit, effectivement, en 2017, à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas Emmanuel Macron? Il venait d'un gouvernement de gauche, il avait l'air de vouloir bousculer un certain nombre de sujets et il me paraissait être une énergie qui pouvait faire changer les choses. Mais je vous avais dit aussi à l'époque qu'après avoir discuté avec lui, j'avais compris qu'il était sur une logique qui était une logique libérale et que ça n'était pas la mienne. Et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas suivi. Ensuite, il y a eu un quinquennat. On ne peut pas dire, il y a 5 ans, je comprends très bien que des gens de gauche se soient dit, pourquoi pas lui, pourquoi... Mais aujourd'hui... Enfin, on sait non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il veut faire. Franchement, sur le RSA, sur l'école, sur les retraites, est-ce que vraiment quelqu'un peut penser que ce sont des réformes de gauche? La réponse est non, c'est une évidence. Donc, j'ai pas de... Moi, je suis de gauche. Vous me demandez où je me situe, je suis de gauche. Alors, est-ce que je suis, pour répondre à François Fressos, dans le passé?
Mais je ne suis pas dans le passé, je suis dans le présent. Mais est-ce que vous avez... Enfin, regardez, ces gens, vous utilisez certainement leurs services, ces gens qui sont à Deliveroo, à Uber Eats, etc. Vous pensez que c'est pas le Moyen-Âge qui est en train de revenir? C'est bien sûr, mais c'est peut-être là, c'est peut-être sur eux qu'il faut concentrer vos conquêtes sociales. C'est ça la question. Est-ce que non mais c'est question de ces gens qui sont dits ubérisés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on considère que voilà, c'est pas grave, c'est les nouveaux esclaves et on s'en contentera parce que de toute façon, ils viennent nous livrer à la maison et pour pas cher? Mais moi, je crois que ces gens-là, ils doivent avoir aussi des droits comme tous les salariés. Bien sûr. Olivier. Et donc, oui, voilà. Et c'est peut-être ça les conquêtes sociales du 21e siècle. Ça fait 5 ans qu'on se bat là-dessus au Parlement, et ça fait 5 ans que la République En Marche nous dit pas question. Et donc, eh bien, la meilleure façon de faire en sorte que ces droits-là arrivent, c'est de faire en sorte qu'il y ait une majorité de gauche au Parlement dès le mois de juin. Et la baisse du chômage, c'est un impensé de la campagne, ça n'a même pas été un sujet? Enfin, je suis pour la baisse du chômage, comme tout le monde. Tout le monde est pour, moi aussi. Voilà, donc très bien. Non, mais vous avez remarqué que sous le quinquennat Macron, le chômage avait baissé. Ça m'a pas échappé. Olivier Faure, on va bientôt tourner cette page-là des négociations, mais il y a quand même un thème sur lequel ça peut éventuellement se tendre entre vous et les Insoumis, c'est la question. Alors les circonscriptions, on va les évoquer dans un instant, Karine, promis, mais les questions qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, fondamentales, de laïcité, de modèle de république, de séparatisme. Hier, Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission qu'on a citée tout à l'heure, a dit qu'il abrogerait immédiatement la loi séparatisme s'il était à Matignon. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais vous avez noté que la loi séparatisme n'a... Enfin, je vois pas... Enfin, quels sont ses effets concrets? En fait, expliquez-moi, est-ce que vous avez vu qu'il y avait moins de séparatistes ou plus de séparatistes? Il y a des possibilités de fermer un certain nombre de mosquées ou de salles de prière. Mais on les fermait déjà avant, donc je vois pas très bien. Non, très peu. Mais non, très peu, c'est pas vrai. On en fermait déjà avant. Cette loi séparatisme... D'ailleurs, vous vous êtes abstenu au moment du vote. Oui, ceux qui sont venus, je n'ai pas voté. Ceux qui sont venus me voir pendant cette période de discussion, c'était qui? C'était les protestants, c'était les catholiques, c'était évidemment aussi les musulmans. Et dans la circonscription, toutes les confessions sont venues me voir en disant mais c'est n'importe quoi. Mais pas seulement, parce que là-dedans, pendant ce temps-là, dans cette loi, il y a un fourre-tout avec les gens qui font l'école à la maison, qui sont venus me voir, avec des gens, des enfants qui sont pas adaptés au cadre global, scolaire et qui n'arrivent pas, à qui on fait peser la menace de l'interdiction, alors qu'ils ne peuvent pas suivre des cours normalement. Enfin, tout ça était aberrant. Donc oui, il faut remettre à plat tout ça. C'est quoi le signal de l'abrogation de la loi séparatiste? C'est quoi le message que vous envoyez? Et à qui vous l'envoyez? Si vous voulez dire que, en fait, désormais, le message, c'est qu'on est pour le séparatisme, la réponse est clairement non. Voilà, non, mais arrêtons. C'était une loi de communication voulue par le gouvernement. Ils ont communiqué, ça n'a servi à rien. C'est pas l'argument de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit que c'était une loi islamophobe. Ah mais ça c'était une loi qui avait évidemment vocation à dire les musulmans on va les tenir. Et c'est une évidence. C'est-à-dire que la recherche du vote dit musulman ou c'est simplement parce que vous considérez profondément que cette loi séparatisme est absolument opposée au principe de laïcité? Mais je vais vous dire les choses encore plus simplement. Allez-y. Moi je suis un laïc convaincu, un républicain laïc convaincu. Et je pense, j'étais hier, enfin, je vous raconte une histoire qui peut-être vous intéressera pas, mais enfin, j'étais hier dans mon bureau, comme chaque vendredi, à recevoir dans ma permanence. Il y a un monsieur qui vient me voir et qui était en larmes. Je vous dis en larmes. Ce monsieur était d'origine marocaine, musulman, et il me dit, vous vous rendez compte ce qu'on subit dans cette élection ce qu'on a subi dans cette élection présidentielle. Vous vous rendez compte que on a fait peser sur nous toutes les suspicions. Mon grand-père, mon père se sont battus pour la France. Ils étaient musulmans, ils étaient spahis. Mais c'est pas la loi séparatiste, ça c'est Zemmour. Mais c'est Éric Zemmour, mais c'est aussi toutes celles et ceux qui laissent penser en permanence que derrière chaque musulman, il y a un islamiste radical qui se cache. Et donc, moi, ce que je vous dis ce matin, c'est que laïque je reste et républicain je reste. Il n'y a aucune concession possible sur ce sujet, mais je ne veux pas non plus qu'à chaque fois, on explique que derrière chaque musulman, il y a un séparatiste. C'est pas vrai. On n'a pas dit ça. Mais Jean-Luc Mélenchon est totalement, vous partagez exactement la même analyse de la société que Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne crois pas avoir dit ça. Je vous dis simplement... Je vous demande, puisqu'on parle des accords. Mais pourquoi voulez-vous systématiquement ou nous opposer ou laisser penser que... Parce qu'une partie de la campagne présidentielle s'est jouée aussi sur les Verts et les socialistes qui disaient on n'a pas grand-chose à voir avec Jean-Luc Mélenchon et il faut clarifier. Et Anne Hidalgo qui disait en long, en large et en travers. On va avec lui. Donc il y a des interrogations légitimes. Moi je suis, mais sur tous les sujets, je suis pour qu'on revienne à une forme... de rapport entre nous qui ne soit pas la diabolisation réciproque. Parce que nous avons été très forts dans ce domaine, les uns et les autres. Ça, c'est très partagé. Mais si on revenait par exemple sur l'Ukraine et sur les positions de Jean-Luc Mélenchon, la vérité, c'est que ce qu'il disait, et que je ne partage pas une seule seconde, et d'ailleurs lui-même a évolué sur la question et je lui en suis gré,
eh bien, c'était partagé par Hubert Védrine, par exemple, qui disait peu ou prou la même chose. Et donc, quand nous, on dit ce qu'on dit sur la laïcité, on ne fait que répéter ce que disent des gens comme Henri Pénard-Ruiz, qui était un compagnon de route pendant longtemps, de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Et donc, voilà, il faut qu'on soit tous à peu près capables de s'écouter. Alors chacun doit donc faire un pas vers l'autre, si je vous suis bien. On est dimanche 12h29 et 29 secondes, c'est important parce que ça se joue à la minute près, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y aura un accord, selon vous? Une négociation qui peut aboutir à un accord? Si oui, quand? Je n'en sais rien, mais je le souhaite. Voilà, je ne peux pas vous dire. Une négociation, ça sera compliqué quand même, ou c'est possible? Parce que initialement, c'était avant la fin du week-end. Ouais. Oh bah, je ne sais pas si, je sais pas si qui a. Mais vous êtes à un doigt de l'accord, ou il reste encore beaucoup de choses à négocier? On continue à discuter de tout. On discute à la fois des questions de fond, celles qu'on vient d'évoquer. Oui. Et des circonscriptions. On discute des circonscriptions. Alors justement, on discute de la stratégie, parce que tout ça, une coalition, c'est un cadre global. Combien est-ce que vous en demandez? Et combien ils veulent vous en donner? Non, je ne vais pas faire la négociation. Vous comprendrez que ça se passe non pas sous le feu des caméras, ça se passe à huis clos, et c'est très bien comme ça. Mais est-ce que vous pouvez accepter d'avoir que 50 candidats, que 50 circonscriptions sur lesquelles vous mettrez... Non, mais je ne vous donnerai aucun chiffre, donc vous pouvez me torturer, je ne dirai rien. On le fera pas, rassurez-vous, on le fera pas. Donc c'est pas... la réalité, c'est que le Parti Socialiste est un parti qui, certes, a fait 1,7% à l'élection présidentielle, mais c'est un parti qui dirige 5 régions métropoles et 2 régions outre-mer avec d'autres, et que nous avons une trentaine de départements, que nous dirigeons quasiment toutes les grandes villes de France, et donc ça suppose de trouver un équilibre entre le résultat qu'ont réalisé les Insoumis et qui est incontestable, incontournable, et puis ce que nous représentons dans ce pays. Et si il y a un accord, ça veut dire qu'il sera soumis à un vote interne ou pas? Comment ça va se passer? Il passe que de la torture, attention. Il y a toujours un vote interne, bien sûr. J'ai une autre question de torture, monsieur. Allez, une dernière. Allez. Merci Nathalie. France Inter. Question politique. Alors il y en a un qui est, je ne sais pas s'il vous torture, mais en tout cas il n'est pas très tendre avec vous. C'est François Hollande, l'ancien président de la République. Il était cette semaine à votre place, au micro de France Info. On l'écoute. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Ce qui est en cause là, c'est pas mon quinquennat, mais là c'est une remise en cause de l'histoire même du socialisme. C'est-à-dire de François Mitterrand et ses engagements européens, de Lionel Jospin et sa crédibilité économique et des avancées sociales, et de ce que j'ai pu faire aussi. Une remise en cause de l'histoire même du Parti socialiste. C'est lourd. C'est très lourd, et venant d'un président de la République, c'est pas anodin quand même. Bon, sauf si c'est un has-been, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs réflexions. D'abord, la première, c'est que si François Hollande doit venir négocier avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il vienne, et il verra qu'il ne s'agit pas d'une disparition de qui que ce soit, et que personne ne se soumet à personne, et qu'il y a bien une volonté d'aboutir en commun à un projet qui, au contraire, renoue avec la grande histoire de la gauche, celle des conquêtes. Donc là, premier point, c'est que je vois pas très bien ce qu'il peut reprocher sur l'histoire. Il cite Lionel Jospin, mais Lionel Jospin, je l'ai lu cette semaine, Lionel Jospin dit exactement l'inverse. On ne peut pas réquisitionner Lionel Jospin pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il a dit au contraire qu'il fallait chercher l'accord. Il a même reconnu... À condition de pas tomber sous l'hégémonie, et à condition, au fond, d'être sûr de son identité. Autre chose, je vous dis exactement la même chose que Lionel Jospin. Enfin, j'aimerais comprendre quel est le plan de François Hollande. C'est quoi le plan B, en fait, pour lui? C'est quoi l'histoire qu'il veut nous raconter? Est-ce que c'est simplement dire, le mieux, c'est de laisser, en fait, Emmanuel Macron gouverner? On va tous se diviser, on l'a déjà fait, on a déjà montré ce que ça donnait. Donc on peut continuer comme ça. On peut laisser 5 ans, 10 ans, 15 ans encore aux libéraux pour qu'ils continuent à détricoter justement ce que nous avons réalisé. Mais en fait, François Hollande devrait se poser une question. 65 ans, c'est pas lui qui l'a voulu. Mais si Emmanuel Macron reste, si c'est lui qui... il restera. Si c'est lui qui a les commandes pendant le quinquennat prochain, c'est lui qui détricotera ce que François Hollande a fait. Vous avez l'air de dire et donc moi, ce que je veux, au contraire, c'est d'une certaine façon préserver ce que nous avons nous-mêmes conquis. Donc je ne vois pas où est le problème. Mais vous et avez je ne vois pas où il veut nous emmener. Voilà. Vous avez l'air de dire qu'au fond, il ne peut rien exister entre Macron et l'Union de la gauche, qu'il n'y a pas la possibilité d'existence pour un parti socialiste ou social-démocrate qui se recréerait. C'est un peu ça l'enjeu, non? Mais attendez, François, je crois que là, on a un problème de temporalité. En fait, moi, je ne vous dis pas que je ne sais pas ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais imaginez qu'à ce micro, je vous dise, écoutez, ce matin,
Je vais vous dire une chose, j'aurais beaucoup aimé un accord avec l'ensemble des forces de gauche pour gouverner dans quelques semaines. Mais en fait, mon problème à moi, c'est plutôt c'est mon parti. En fait, je voudrais savoir comment il va pouvoir s'y retrouver dans 5 ans, dans 10 ans. Donc laissez-nous quelques députés, on se débrouillera avec. Mais les gens, quand ils m'interrogent, ce matin, j'étais dans une grande manifestation à Sénart, un semi-marathon, et il y avait beaucoup de monde. Et les gens, ils m'interrogeaient pas sur le semi-marathon, ils m'interrogeaient sur le finish de notre histoire à nous. Oui. Bon, et ils me disaient pas, en fait, dans 10 ans, qu'est-ce que vous ferez ? Ils me disaient, dans quelques semaines, là, vous êtes prêts à battre la majorité présidentielle ? Ou est-ce que vous allez encore faire les cons ? Oui, mais pardonnez-moi, Olivier Faure. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Et ils veulent que sur leur pouvoir d'achat, ça se solde tout de suite par des réponses, on a compris, pas dans 10 ans. Sauf que, si j'écoute bien François Hollande, lui, il pense pas semi-marathon, il pense marathon. Et il pense à la disparition, reddition, dit aussi Cambadélis, à terme du Parti Socialiste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime ou vous vous dites, au contraire, moi, je sauve le Parti Socialiste ? Mais qui sont ces gens qui ont été aux commandes du Parti Socialiste à un moment où il était au plus haut ? Enfin, rappelons-nous quand même, 2012, le PS détient seul, à la fois l'Assemblée, la majorité du Sénat, majorité des départements, 12 régions sur 13. Qu'est-ce qui se passe à la fin du quinquennat ? Et une majorité large. Quelle est la responsabilité de François Hollande dans la situation socialiste aujourd'hui, d'ailleurs ? Les communistes ne sont jamais venus, les insoumis non plus, et on a en fait une bérésina. Bon, écoutez, vous dites que c'est la faute de François Hollande ? Vous dites que c'est la faute de François Hollande ? C'est sa part de responsabilité, la situation dans laquelle le PS est aujourd'hui ? À minima, ça supposerait que ces gens-là se posent quelques questions. Voilà. Et donc, quand moi, on me dit plus jamais PS dans les gens que je retrouve sur les trottoirs, dans les rues qui m'abordent, etc., c'est pas pour me dire, en fait, vous, Olivier Faure, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans ? Non, ils savent que pendant 5 ans, j'étais en l'opposition. En revanche, ce qu'ils me reprochent à moi, c'est ce que tous les autres ont pu faire avant, et même dans le quinquennat précédent. Et c'est là où je voudrais quand même en venir. C'est que, moi, pendant les 5 ans que j'ai passé avec François Hollande, je n'ai jamais frondé. Je n'ai jamais été frondeur, mais je me suis battu. J'ai expliqué sur le CICE. Je disais, en fait, sur le CICE, moi, je voudrais qu'il y ait des contreparties, qu'il y ait au moins une négociation collective qui s'engage entreprise par entreprise. On n'a pas voulu m'écouter. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? J'étais minoritaire. Je me suis tu. Après, sur la déchéance de nationalité, j'ai dit, ce n'est pas possible de faire la déchéance de nationalité. Faisons une peine qui frappe de la même façon tous les Français, quelles que soient leurs origines. On m'a dit c'est pas possible. Voilà, ça a été le fiasco. Mais on aurait pu faire une déchéance nationale qui s'apparente à la peine qui était celle qui frappait les collabos au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu faire ça. Ils n'ont pas voulu le faire. Ce clin d'œil inutile à la droite de la droite et à l'extrême droite nous a coûté très cher. Et puis sur la loi El Khomri, pareil, là aussi je suis venu avec, non pas simplement en disant je ne veux pas avec mon poing levé. Non, j'ai dit on a des solutions qui sont possibles. Et je me rappelle très bien de cette réunion de groupe où j'avais face à moi Manuel Valls qui m'a dit « Ce que tu veux là, ce n'est pas un compromis, une compromission. » Et l'après-midi, sur le 49.3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant de tous ces socialistes-là ? Non, mais ça veut dire que depuis longtemps, Karine Bécard, depuis longtemps, y compris dans ma propre famille politique, j'essaie de faire entendre une voix qui soit celle de la raison et une raison qui porte à gauche. Parce que je suis un homme de gauche. Je ne me suis pas engagé dans la vie politique avec mon histoire personnelle, avec ce que je suis, simplement pour regarder les mouches voler ou pour pouvoir occuper une place. Même cette place que j'occupe aujourd'hui, la réalité c'est que je n'en voulais même pas. Mais je n'ai jamais demandé. Donc je vous dis, moi je ne cherche pas, un Marocain, je ne cherche pas demain à être ministre de qui que ce soit. Je cherche simplement à faire en sorte que les choses avancent pour les gens avec qui je me bats et pour qui je me bats. Ça c'est ma ligne de conduite dans la vie et c'est la raison pour laquelle personne ne m'a jamais arrêté parce que je ne peux pas, je ne suis pas en quête de quelque chose. Si demain je suis battu, mais je me serais battu jusqu'au bout pour ce que je crois. Alors on sent une grande colère, on sent une grande sincérité chez vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au fond il y a 2 irréductibles au Parti Socialiste et que ceux qui sont plus d'accord avec vous, il faut qu'ils partent ? Et question subsidiaire, est-ce que c'est un clivage générationnel selon vous ? Oui. Je ne sais pas par où commencer, mais enfin certainement. C'est la même question. D'abord, est-ce que vous assumez, s'il doit y avoir un clash au PS, vous l'assumez maintenant ? Mais j'assume. Vous l'avez dit, partez, ceux qui sont pas d'accord, partez. Ceux qui ne seront pas d'accord au BN, si jamais vous avez. Oui, votre dans le bureau accord. national, j'ai dit qui était un huis clos, donc c'est les minoritaires qui ont cherché à en faire une histoire dehors. Mais j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Je leur ai dit, si vous ne croyez plus
appartenir à un espace commun de la gauche, dans lequel il y a les communistes, les écologistes, les insoumis, les radicaux et nous. Si vous pensez que vous n'appartenez pas à cet espace-là, si vous pensez que votre avenir est avec Emmanuel Macron, alors le mieux que vous ayez à faire, c'est de partir, c'est vrai, parce qu'il faut de la clarté. Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui? On paye les plateaux de télévision sur lesquels moi j'étais... Enfin, franchement, j'étais fou au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a, sur les plateaux de France 2, on a en fait des gens qui sont présentés comme socialistes, qui n'appartiennent même plus au PS depuis des années. Oui, mais vous parlez de Manuel Valls, c'est une erreur de synthé. Attendez, c'est de la bêtise, c'est pas de la volonté de nuire. On n'a jamais voulu présenter. Non, mais je vous dis pas ça, vous êtes nuire, mais même que c'est pas du tout le bandeau de France 2 qui me pose problème. C'est que les gens, quand ils voient Manuel Valls à la télévision, ils disent c'est ça le PS. Et ils pensent que le PS, c'est des gens qui sont juste dans l'attente de trahir quelqu'un et qui pensent qu'en fait il y a toujours quelqu'un à trahir. C'est pas vrai. Ceux qui sont restés au PS, je vous le dis, ils sont pas restés au PS. Je comprends ce que vous dites. Alors, ils sont restés simplement pour leurs convictions. Donc, sans continuer la torture, je voudrais juste que les auditeurs et peut-être moi ils se défendent très bien. On comprenne dans les circons qu'il vous donne, enfin je vous demande pas le nom. Les circonscriptions. Dans les circonscriptions, pardon, je parle comme dans Baron Noir. Dans ces circonscriptions, vous n'aurez pas de candidat en face de vous. C'est ça? L'idée, c'est d'avoir des candidats communs sur le plus grand nombre de Mettons un socialiste dans le Puy-de-Dôme. Il n'a personne autour de lui, il n'a pas un LFI, il n'a pas un Vert. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dans les autres circonscriptions, toujours même dans le Puy-de-Dôme, si on prend cet exemple, vous obligez tous les socialistes à ne pas s'être présentés? Ah bah bien sûr. D'accord. Et est-ce que ça grince pas un peu? J'ai cru comprendre quand même qu'il y avait un certain nombre de députés sortants qui considéraient que c'était totalement injuste pour réussir à sauver un groupe ou un peu plus, leur dire vous êtes gentils, vous allez ailleurs. Est-ce que c'est pas ça qui grippe le plus? Non, d'abord c'est pas aller ailleurs. Et franchement, quelles sont les perspectives des uns et des autres si ils y vont chacun de leur côté? Enfin, faut être réaliste dans la vie. En fait, il faut aussi se poser des questions. Est-ce que, moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de gens qui, si la gauche est divisée, ils iront chacun de leur côté, et au deuxième tour, ce sera la même chose que la présidentielle. Ce sera. Mais c'est pas pareil, la législative. C'est pas la même chose qu'une présidentielle. C'est pas la même chose, mais ça a quand même un petit lien. Enfin, on sait bien quand même qu'il y a un effet présidentiel sur les élections législatives. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, et on va espérer y revenir, en général, le président de la République obtient une majorité. Ce qui a changé cette fois-ci, c'est le fait qu'on a eu une élection présidentielle très particulière, sans débat, du fait du président qui s'est soustrait à toute forme de débat avant le second tour. Un deuxième tour qui a opposé, en fait, dans une forme de caricature, les Républicains à ceux qui ont une histoire qui est en dehors de la République. Et puis, une frustration immense avec des tas de gens qui se disent mais au fond, on n'a rien tranché. Et des tas de gens qui se sont dit ça aurait été tellement différent s'il y avait eu un deuxième tour entre la droite qu'incarne Emmanuel Macron et la gauche. Tiens, vous pensez, comme vos peut-être alliés de LFI, que Emmanuel Macron est illégitime en tant que président de la République? Non, pas du tout. Il est parfaitement légitime, mais personne ne pense qu'il est illégitime. Non, mais on met quand même en doute la question de la légitimité en évoquant notamment l'abstention importante, le contexte d'un premier tour sans débat, d'une victoire contre le RN, etc., etc. Non, il est parfaitement légitime, il a été élu et c'est un président qu'il faut respecter comme président et il a des pouvoirs qui lui sont déférés par la Constitution, il faut les respecter. Mais l'évidence, moi, je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une, puisque je l'avais annoncé avant. J'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour, mais j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, pour son projet. J'ai voté parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen franchisse la barre des 50%, évidemment, et même je voulais qu'elle fasse le score le plus réduit possible. Et donc j'ai voté pour cette seule raison, en utilisant le bulletin d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas un mandat que je lui ai donné. Et regardez, il a fait 28% au premier tour, 58 au second. Faites les calculs, vous voyez bien qu'il y a 30% de gens qui sont venus entre les deux tours à son secours, non pas pour approuver son projet, mais simplement pour dire l'extrême droite, c'est non. Un mot on est sur la présidentielle, socialiste avec Anne Hidalgo. C'était une erreur ou pas de choisir cette candidate-là? Non, mais là, vraiment, vous avez décidé de faire toute l'émission pour me fâcher avec la terre entière. Non. Donc, je veux pas me fâcher avec qui que ce soit. Et non, mais il est quand même normal, pardonnez-moi, de faire le bilan aussi de la présidentielle, du point de vue du Parti socialiste. Mais d'abord... Non, mais 1,74%, il y a donc eu un problème. Donc, est-ce qu'Anne Hidalgo était une erreur ou quel Non, problème? mais je ne suis pas dans la...
je suis moi-même en permanence les règlements de compte des uns et des autres. Je vais pas moi-même me livrer à ce petit jeu en disant c'est la faute de X ou de Y. C'est pas très, enfin, franchement, on m'en colle même, enfin, si j'étais généreux, je dirais que c'est ma seule faute, puisqu'en fait, si j'écoute François Hollande ou Jean-Christophe Cordadélis, Anne Hidalgo n'y est pour rien et j'y suis pour tout. Donc, ce serait exagéré. Vous prenez une part quand même. Voilà. Vous prenez une part. Bien sûr que je prends ma part. Quelle part? Tout le monde prend sa part parce que j'ai fait campagne pour Anne Hidalgo, j'ai fait campagne sur tous les plateaux de télévision, j'ai fait campagne en France, j'ai fait des rayons publics. Sur ce plateau même d'ailleurs. Sur ce plateau même, je suis venu ici pour défendre sa candidature. Ça n'a pas fonctionné pour des tas de raisons qu'on explorera plus tard et je ne suis pas là pour régler des comptes avec qui que ce soit et elle a mené cette campagne avec beaucoup de courage et moi je la salue. Mais c'est intéressant parce que vous dites elle n'a pas réussi pour un tas de raisons, mais la raison essentielle c'est quelle est l'image que vous faites de la social-démocratie française? Est-ce que vous pensez que c'est fini? Au fond, qu'il n'y a pas de place pour elle, parce que ça a été mangé par le macronisme sur la droite et parce qu'il n'y a plus de demande à gauche, parce que les syndicats sont trop faibles. Quelle gauche vous essayez de reconstruire aujourd'hui et quelle vision vous avez de cet héritage social-démocrate? Mais d'abord, je ne vois pas très bien... où est la part de social-démocratie dans Emmanuel Macron? En fait, il va falloir que vous m'expliquiez en quoi il est social-démocrate. Peut-être. Comment? L'Europe, l'engagement européen. L'engagement européen, c'est commun à beaucoup de gens, même y compris des gens qui ne sont pas sociodémocrates. Les chrétiens démocrates sont aussi européens que sociodémocrates et de ce point de vue, je pense qu'il est plutôt plus proche de ce qu'était Angela Merkel ou Helmut Kohl que de François Mitterrand. Pardon, mais enfin, je ne vois pas l'héritage social-démocrate chez... François Mitterrand en 80-83, alors. Parce qu'après, ça bascule. Oui, enfin... François Mitterrand était un Européen convaincu et il nous a amenés, y compris au marché commun, à l'euro, etc. Enfin, il avait cette vision-là, qui était une vision non pas d'ailleurs de court terme, mais de très long terme, parce qu'il croyait aussi que derrière cette Europe économique, on construirait l'Europe politique. Et pour l'instant, cette Europe politique, elle est plutôt en panne. Donc, voilà. Donc, sur ces sujets-là, j'ai des points de convergence avec Emmanuel Macron, évidemment, mais enfin, des points de convergence qui ne le situe pas dans la social-démocratie, qui nous situe par contre en commun dans le champ européen, c'est vrai. Mais c'est pas du tout... Admettons, voilà. Donc maintenant... Oui, admettons que vous sauviez un groupe grâce à un accord hypothétique avec LFI. C'est pas sauver un groupe. C'est 15. Oui, qu'est-ce que vous sauvez? Qu'est-ce que vous cherchez à sauver à travers cet accord? La question quand même qui est posée, qui est une question aussi importante, je crois, c'est la question financière. Parce que, et là, ça relie éventuellement avec la présidentielle. Moins de 5%, et maintenant, est-ce que la survie du PS est en jeu aujourd'hui? Vous avez vendu Solferino il y a peu de temps, est-ce que c'est un enjeu du moment pour vous? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion quand vous négociez? Non mais, enfin... Vraiment, je ne sais pas, mais imaginez les gens qui nous écoutent. Ils doivent se dire, mais enfin, ces gens, ils penseraient à sauvegarder un groupe, des bâtiments, etc. Non, je pense à un parti, c'est beaucoup ça. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont payés. Je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas de problème puisque nous n'avons pas emprunté dans la campagne présidentielle, donc nous n'avons pas de dette. Donc déjà, premier point. Ensuite, est-ce que la question est de sauver un groupe? C'est pas seulement de sauver un groupe, c'est de participer à une aventure collective qui permette à la gauche de montrer qu'elle a encore quelque chose à dire collectivement et qu'elle peut encore, dans ce pays, faire avancer les choses. C'est ça l'objectif. Ensuite, quelle est la vision que je porte? Est-ce que je suis devenu insoumis dans le week-end? Oui, voilà. En fait, c'est la bonne question. Dans la semaine. Bon, ou dans la semaine même. Voilà. Il faudra plus de temps pour que je le devienne. Voilà, si c'est ça la réponse. Non, la réponse est je ne suis pas devenu insoumis. Et d'ailleurs, les insoumis ne me le demandent même pas. Parce qu'ils n'auraient aucun intérêt à ce que nous fassions un accord avec des gens qui soient exactement comme eux. Imaginez que même pour eux, ce serait embêtant. Mais vous êtes prêt à voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France et le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Je sais pas, vous êtes une républicaine. Et alors? Eh bien, écoutez, la tradition républicaine, c'est qu'on appelle à Matignon le chef du groupe le plus important de la majorité. C'était comme ça que Lionel Jospin est devenu Premier ministre après avoir été celui qui portait la campagne des socialistes en 97. Eh bien, si Jean-Luc Mélenchon... Il faut qu'il soit candidat pour ça ou pas? Il faut qu'il soit élu député ou pas pour représenter la majorité? C'est pas la question d'être député ou pas. C'est la question de savoir qui porte politiquement la campagne. Donc, si le groupe le plus important à l'Assemblée est le groupe des Insoumis dans une nouvelle majorité que nous constituerions ensemble, eh bien, la logique, c'est que ce soit un insoumis qui soit, et c'est pas moi qui choisis chez les Insoumis. Et dans votre culture, ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Dans votre culture, dans la culture du Parti Socialiste, où il y a toujours eu plein de courants, où tout le monde a eu le droit de s'exprimer, où c'était pas du tout le culte de la personnalité avec un chef et on veut voir personne derrière. Est-ce que, notamment, la façon dont Jean-Luc Mélenchon gère son parti, et notamment les preuves qu'on peut en avoir, comme l'affiche,
où par exemple vous avez découvert tous l'affiche, les 2 millions de tracts où il y avait lui Premier ministre et vous étiez nulle part, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous gêne dans votre culture d'un fonctionnement d'un parti social-démocrate? Ça me fait rire, parce que c'est une conversation que... je vais rien dévoiler de ce que nos conversations. Donc, mais enfin, c'est pas très 6ème République. Mais ah non, c'est pas très 6ème République. Et pourtant, ça fait partie des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, la 6ème République, y compris la possibilité de révoquer un élu. Donc je comprends l'astuce de communication et je vois bien ce qui se joue derrière ça, cette idée-là. L'idée, c'est de continuer à mobiliser des gens qui sont venus avec un gros espoir au moment de l'élection présidentielle, qui ont été déçus par le premier tour et qui pourraient se dire que finalement tout est joué et que ça ne sert plus à rien de revenir. Et donc leur dire, écoutez, c'est pas fini. Il y a encore un 3e tour. C'est une fiction, parce que c'est une autre élection en réalité. Mais et vous lui dites bien joué. Ça permet de dire, effectivement, c'est plutôt pas mal en termes de communication. Je trouve que c'est plutôt bien joué. Et que ça permet de maintenir en tension des électrices et des électeurs qui, sans cela, peut-être ne comprendraient pas qu'il y a encore un enjeu. Que c'est possible de ne pas avoir la retraite à 65 ans, de ne pas avoir des bénéficiaires du RSA qui seraient au travail forcé. Ce serait la même façon qu'on n'aurait pas le début de privatisation de l'éducation nationale. Donc c'est très bien de chercher à trouver les bons mots, et je dois reconnaître qu'il y a une certaine force dans le message que portent les Insoumis dans cette élection. J'aurais peut-être aimé trouver ça avant eux, et ils l'ont fait, très bien. Bon ben voilà, c'est pas totalement conforme à ce que je pense. Moi, je suis plus 6ème République que ça, mais je comprends le message. Et dans votre 6ème République, le nom de l'Union doit changer ou pas? Union populaire, c'est bien, ça recouvre tout le monde. Oui, les écologistes demandent... il faut que les écologistes, les communistes, les socialistes et les insoumis puissent se retrouver de cette dénomination et que tout le monde s'y retrouve. L'idée, c'est qu'il faut que chacun se sente à l'aise et qu'on puisse partir sous une bannière commune qui nous emporte et qui crée de l'élan. En fait, voilà, on aurait pu appeler ça le Front populaire, mais ça a déjà été pris, donc on va pas... Vous auriez pu le faire aussi sans les LFI. On peut imaginer PS, les Verts et peut-être le PC, non? Mais on peut tout imaginer. Mais le mieux, c'est de réussir quelque chose de grand. Donc on aurait pu le faire à 2, à 3, à 4. Non, mais c'est une vraie question. On est nombreux, nous on se porte. Voilà. Et imaginons que ça ne... Parce que vous avez dit, je ne sais pas si on y arrivera. Ben oui, je sais pas. Si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Parce que vous n'avez pas de plan A, pas de plan B, pas de plan C, c'est un peu inquiétant. Il y a des plans A, des plans B, des plans C si vous voulez. Quel est le plan B? Mais je ne vais pas parler du plan B ou du plan C, parce que de toute façon, ils sont relativement évidents. En fait, il n'y a pas besoin d'être grand clair. Le plan C, pour ne pas prendre le plan B, le plan C, c'est on y va tout seul. Et on se bat avec le plan B, c'est l'alliance sans Mélenchon? De tous les autres sans Mélenchon? Je me bats pour le plan A, vraiment. Je ne devrais pas laisser penser une seule seconde à ce micro que je suis en train de chercher à faire des histoires, etc., et à contourner l'obstacle et à prendre de revers les uns et les autres. Je suis un démocrate. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans l'élection présidentielle. Je crois aussi que je représente une force importante, pas seulement historique, mais sur les territoires, qu'elle a aussi vocation encore à entraîner et qu'elle peut porter un grand message et que nous pouvons aussi rééquilibrer parfois ce que pensent les insoumis, et que c'est cet équilibre-là qui fera que nous serons, quand nous serons à nouveau au pouvoir et aux responsabilités, ça fera un très bon gouvernement, une très belle majorité, et je viendrai régulièrement la défendre ici. Et Clémentine Autain qui dit que même si vous gagnez tous et que vous avez la majorité, il ne faut pas exclure d'aller quand même dans la rue pour faire bouger les choses. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Je n'ai pas écouté Clémentine Autain, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais l'idée est de dire que il faut toujours une correspondance entre le mouvement social et puis la politique. La réponse est oui. La social-démocratie, c'est ça exactement d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est même chez les sociaux-démocrates un lien organique à travers les syndicats entre le mouvement social et le mouvement politique. Et donc arriver à enclencher les deux, et y compris si on reprend, puisque je parlais du Front populaire, et qu'en quelques jours, on fêtera son anniversaire. Et c'était à la fois, évidemment, la rue, les grèves, les manifestations, et puis un débouché politique par le gouvernement de Léon Blum. Donc voilà, et je ne cherche pas à vous dire qu'il faut rajouter du chaos au chaos.
Mais ce que je vous dis, c'est que de toute façon, un gouvernement tel que celui-là, il ne peut pas être autrement qu'à l'écoute de celles et ceux qui aujourd'hui font passer un message. Tout ce que vous dites, enfin, ça fait allusion à la gauche d'avant, le Front populaire, c'est-à-dire une société qui était extrêmement structurée, avec des forces sociales importantes, des blocs très bien constitués. Là, on voit une France très morcelée, très différente. Est-ce que le discours peut être plaqué de la même façon? Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec une réalité sociale où, au fond, les gens sont extrêmement individualisés, divisés? C'est exactement l'inverse. Enfin, vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, vous me dites, mais vous êtes en train de trop changer, parce que vous devriez rester comme avant. Et là, maintenant, vous me dites, vous êtes dans le monde d'avant. Non, choisissez. Soit je suis dans le monde d'avant, et donc, dans ces cas-là, tout va bien, et vos repères sont conservés. Non, est-ce que votre discours n'est pas plaqué sur une réalité qui, au fond, n'existe plus? Mais quelle est la réalité? La mythique de la grande alliance de la gauche, avec les syndicats qui sont extrêmement faibles, et avec des forces sociales qu'on peut entraîner, c'est très compliqué. Je ne sais pas. Enfin, je vois qu'il y a aujourd'hui des mouvements sociaux d'ailleurs de nature très différente, des gilets jaunes jusqu'à MeToo, en passant par Black Lives Matter, en passant par tous ces gens qui marchent pour le climat. J'ai pas l'impression qu'on ne puisse pas se fédérer avec eux et chercher avec eux à emmener ce pays. En fait, ce serait quand même un drame que de ne pas arriver sur ces grands combats-là, féministes, écologistes, sociaux, à ne pas arriver à faire quelque chose. Vous avez employé le terme d'historique tout à l'heure, vous avez parlé du Front populaire. Il y a à peu près 100 ans, le PS naissait avec le congrès de Tours, le schisme avec les communistes. Il y a 50 ans, c'était le congrès d'Épinay avec la naissance du PS moderne. On n'est pas né au congrès de Tours, au congrès de Tours, on s'est fâché. Oui, avec les socialistes. Okay. Mais c'est en gros une histoire centenaire, puis cinquantenaire avec le congrès d'Épinay. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vivre un moment historique de votre histoire ? Oui, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire pour le pire, c'est que le cycle d'Épinay, celui sur lequel nous vivions depuis plus de 50 ans, avec 50 ans même, qui a été ouvert par Mitterrand en 71 à Épinay, pour que ceux qui sont pas solférinologues, comme on disait autrefois, comprennent bien ce qu'on se dit. Donc Mitterrand a reconstruit un parti socialiste, d'ailleurs à une époque où il était très largement en dessous du Parti communiste. On était à 10%, les communistes à 20%. Après un fiasco électoral à la présidentielle, tiens, encore un parallèle politique. Oui, donc on était beaucoup plus faible qu'eux. En 72, Mitterrand fait le programme commun. Il choisit de faire le programme commun avec un parti qui est bien plus puissant que lui. Et il le fait quand même. Et il dit aux socialistes, n'ayez pas de rien, en fait, battez-vous pour les gens pour qui vous devez vous battre. Et ils le font, et finalement, 10 ans plus tard, il devient président. Donc ce cycle-là, sur lequel nous vivions, il a créé un élan extraordinaire. Mais ce cycle-là, c'est vrai, il s'est achevé. Et donc aujourd'hui, il faut inventer autre chose. Et il faut que cette nouvelle génération qui est là, dans les mairies, dans les départements, dans les régions, et qui s'interroge, qui même sur l'accord avec les Insoumis, parfois dans le doute, mais cette génération-là, eh bien, il faut qu'elle prenne sa responsabilité maintenant. Il faut qu'elle se dise, bah oui, on y va. Donc il y a bien un conflit de génération, parce que vous n'aviez pas répondu à la question de Thomas. Oui, j'y réponds maintenant, voilà. Il y a un vrai conflit de génération aujourd'hui. Il y a certainement, en tout cas, c'est pas un conflit, mais en tout cas, c'est normal. Les quinquas veulent leur revanche, en fait, c'est ça la question. Chaque génération doit prendre sa responsabilité à un moment donné. Et de la même façon que ceux qui nous ont devancés l'ont fait à un moment donné, il faut que maintenant, celles et ceux qui sont les nouveaux visages de la gauche, se disent, maintenant, c'est plus papa-maman, c'est nous. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas côté très vieille maison, comme disait Thomas tout à l'heure. Blum, qui dit pendant que vous irez courir à l'aventure, je garderai la vieille maison. La vieille maison, vous la... Non, en fait, c'est pas... Si. Mais pas du tout. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je chambarde? C'est ma maison. Je ne chambarde pas. Simplement, à un moment, quand au bout de 50 ans, on n'a pas refait les murs, on n'a pas fait l'électricité, on n'a pas fait... voilà. Il faut quand même commencer à se poser des questions. Donc, on va tout refaire. Voilà. Une petite question pour ça. Et même la déco. Une petite question pour finir. François Hollande est encore socialiste, selon vous? Moi, je ne suis pas là pour donner des brevets à qui que ce soit. Non, mais c'est une question que je vous pose. Socialiste, on peut même l'être en dehors du PS. Il y a bien des gens qui se sentent socialistes sans considérer que le PS est leur maison. Donc, je ne suis pas là pour attribuer en fait les bons points. Vous ne voulez pas répondre à ça? Mais non, mais c'est pas... Enfin, socialiste, l'évidence, c'est que tous ceux qui se proclament socialistes peuvent le dire et l'être et le se ressentir comme tel. C'est pas moi qui... Je délivre pas de brevet. Je délivre simplement des cartes. Est-ce qu'il y aura des socialistes qui vont être débauchés et entrer dans le futur gouvernement qui est en train
de constituer Emmanuel C'est la Macron. dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. Je n'ai aucun contact avec l'Élysée et ils ne m'ont pas dit qu'ils voulaient débaucher. Je dis simplement que ceux qui veulent être débauchés auront à s'expliquer, à se justifier. Moi, même ils m'appellent pas, moi. Mais enfin, s'ils m'appelaient, la réponse serait très nette. Jamais je ne rentrerai dans un gouvernement qui a pour volonté de faire la retraite à 65 ans, alors même donc que ceux-là, ils seront plus socialistes. Ah bah ceux-là, ils sont plus socialistes, c'est une évidence, oui. Ah donc voilà, donc on peut plus. Ah oui, non mais ceux qui sont, toutes celles et ceux qui combattent sur le plan électoral ou qui rejoignent Emmanuel Macron ne peuvent pas se dire socialistes, ça me paraît assez évident. Merci Olivier Faure, merci aussi à la technique Nicolas Delmas, Damien Sangali et Loïc Frapsos. Merci à toutes les trois.